pourquoi la révolte fiscale n'aura pas lieu, de nous présenter son analyse apparemment originale. D'une part parce qu'il s'appuie sur les analyses, il s'appuie sur les outils de l'analyse économique, et d'autre part parce que la plupart des journalistes et des présentateurs nous expliquent que la révolte fiscale est à nos portes. Alors notre conférencier ce soir est en poste à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. C'est une figure bien connue et très appréciée des étudiants. Il dirige la filière d'analyse économique de l'ISEC. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles. Il agence aussi le 3 avril prochain une colloque rendant hommage au professeur Pascal Salin, qui peut être considéré comme un économiste français le plus connu au monde. Mais je sais que c'est pour notre invité ce soir que vous êtes venu, donc je vais lui laisser la parole. Non sans préciser qu'à l'issue de cette conférence, vous pourrez vous procurer cet ouvrage pour la modeste somme de 8 €. 8 € c'est quoi? C'est un sandwich, une boisson et un dessert. Et que nous étudiants, il nous est permis de temps en temps de nous offrir des nourritures intellectuelles plutôt que terrestres. Et donc merci Monsieur Schweitzer et bonne conférence. Merci Carole. Merci de votre présence, et c'est très sincère. Merci d'être si nombreux. Merci d'être si nombreux quand même. Vous avez le droit à l'existence. Même si je me demande assez fréquemment si les mâles sont une preuve d'existence de Dieu ou d'une erreur de la nature. Par contre, nos étudiants en droit sont massivement présents et je les en remercie. Je remercie aussi Camille, Rémi et toute la bande de Students for Liberty, parce que s'il y a une association qui est chère à mon cœur, ce sont les entrepreneurs de liberté. Ils ne sont ni à gauche, ni à droite. Quand on est pour la liberté et qu'on veut la promouvoir sous toutes ses formes, il me semble que vraiment ça échappe à ce genre de catégorie. J'espère ne pas me tromper. Students for Liberty n'est pas pour céder à la mode anglo-saxonne, mais ce sont des étudiants américains qui l'ont créé. C'est extrêmement puissant sur les campus américains et somme toute en France. Ce qui me semble un espoir par rapport à ce que nous avons vécu au pays de l'État. Students for Liberty s'implante un peu partout, y compris dans des endroits très improbables, style des instituts d'études politiques, qui ne sont pas spécialement des terreaux faciles, mais ici ou là, il peut y avoir soit des courageux, soit des kamikazes. Vous choisirez, je pense que notre ami est ressorti des deux catégories. Je vais essayer, sans prolonger au-delà de l'heure prévue, de vous proposer cette conférence. Je risque ici ou là peut-être de vous frustrer, car comme le dit le jeune Rémi ici présent, il faut distinguer les conférences des tables rondes ou des soirées questions-réponses. Dieu sait si le dialogue est important. Faut-il encore qu'il s'appuie sur quelque chose d'un peu solide, qui soit adossé à des fondements solides. Et si vous le permettez, je prendrai, sans abuser, mais je prendrai quand même le temps nécessaire. Et puis si vraiment ça suscite un nombre de questions, donc de frustration maximale, on pourra organiser sans difficulté sur cette thématique, sur la même thématique, dans un mois, dans 2 mois, pourquoi pas, une soirée, un moment, 1 heure entière consacrée aux questions-réponses qui sont nécessaires, j'en suis bien d'accord, dialoguer, usiner ses idées, les mettre en concurrence, est quelque chose qui est l'exercice intellectuel type. Ça s'appelait la disputatio, et ce depuis l'Empire romain, et c'est vieux comme l'université, c'est vieux comme Socrate, et c'est vieux comme la discussion des êtres humains. Je vais essayer d'être synthétique, ce qui mes étudiants le savent, n'est pas ma qualité essentielle. Et je vais vous dire d'abord très cursivement l'idée de ce petit ouvrage
En réalité, il n'est pas si petit, mais nous avons choisi justement pour qu'il soit accessible aux étudiants et arriver au prix le plus bas possible, une typo toute petite, si bien que cet ouvrage, qui en réalité fait à peu près 250 pages, nous sommes arrivés à le réduire à une centaine, et se reconnaît aisément par cette belle couverture, où les agents du fisc déjà vous terrorisent par leur seul aspect extérieur. C'est un tableau flamand du XVIe siècle, donc c'est une vieille histoire, la difficulté de cohabiter entre les spoliés et les spoliateurs. L'idée de l'ouvrage, écrit un peu à la hâte, mais peut-être était-il dans ma tête depuis plus longtemps, est née tout simplement d'un quasi-consensus à propos des bonnets rouges, enfin d'un quasi-consensus en novembre, puisque en mars, plus personne ne dit la même chose. Ils se sont réunis ce week-end après 2 mois sans réunion, et c'était une réunion squelettique de 200 individus au moment des bonnets rouges. Toute la classe médiatique, d'un seul cœur, a dit « ça y est, c'est la révolte fiscale. Nous y sommes, c'est une vieille tradition, les va-nu-pieds de Normandie, les jacqueries dans l'ancienne France, et la révolte fiscale est à nos portes. » Je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas un point de vue, mais que l'analyse économique nous permet de dire avec une certitude absolue, sans prendre de risques. Alors habituellement, parler de l'avenir est évidemment le sport le plus risqué pour un universitaire. Imaginer demain, et demain est toujours le contraire, ça c'est historiquement la vérité, toujours le contraire de ce qu'on a prévu. Je crois qu'il est aisé de montrer que la révolte fiscale n'aura pas lieu grâce aux outils extrêmement puissants de l'analyse économique. Je n'ai pas dit la révolte n'aura pas lieu. Qui aurait cru le 21 mars qu'un incident à Nanterre le 22 mars, je vous parle d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, provoquerait mai-juin 68. Une révolte est-elle possible en France? Oui. A-t-elle des proportions non négligeables d'arrivée? Oui. Les jeunes ici présents sont-ils la génération sacrifiée? Pas par les hérésies, par la folie de la génération 68arde qui s'est jetée sur tout et vous laisse dettes, système éducatif délabré. Et tu passes ton temps à manger, mais tu es encore en 2e année ou en conférence. Notre ami mange. Lui, c'est les nourritures terrestres qui lui plaisent. Ce garçon, 2e année, mardi, je lui dis, ne mange plus. Et le mercredi, il mange, frustré de ne pas avoir déjeuné au dîner le mardi. Je vous disais, est-ce que la révolte peut se produire demain? Oui. Est-ce que votre génération y participera? Je ne sais. Ne perdons pas de temps, justement. Spéculation de ce type. Qu'est-ce qui cristallise en un moment donné des mouvements dans un pays largement traversé historiquement par des révoltes? De la Fronde, pour prendre simplement le 17e, jusqu'à aujourd'hui, statistiquement parlant, il y a des travaux là-dessus, tous les demi-siècles à peu près, et il y a une révolte. Mais ce ne sera pas une révolte fiscale. Elle peut être un élément d'exaspération, de ras-le-bol, mais je crois qu'il est assez aisé, non pas d'avoir un avis, je vais essayer ce soir, de démontrer que ce n'est pas la révolte fiscale qui peut être le détonateur d'une révolte générale. Vous me diriez, lorsque toute une génération va s'apercevoir qu'elle est cocu pour parler français, parle dans le système de retraite par répartition. Le professeur Jean-Jacques Rosat imagine possiblement des barricades opposant les jeunes aux vieux. La lutte des âges, et non plus la lutte des classes. Au moment où la lutte des classes a décliné, la lutte des âges peut se produire. Voilà la thèse que ce soir, je vais essayer, avec vous, en vous remerciant une fois de plus d'être présent, de discuter. Ce qui veut dire que je ne discuterai pas d'un certain nombre de points,
mais que je veux quand même signaler, s'il vous plaît, comme étant le décor dans lequel la question de la fiscalité ou de la révolte fiscale, enfin de la révolte fiscale, pardon, justement, pas de la fiscalité, celle-ci demanderait 2 ans de cours. Bien. La question de la révolte fiscale s'inscrit dans la question de la fiscalité, aurait dit M. de la Palisse, et la fiscalité trouve son origine dans la question de l'émergence, l'existence, la justification, la légitimité de l'État. Et donc, ce que je voudrais, non pas aborder justement quant au fond, mais simplement signaler ces 2-3 thématiques avant d'arriver au dur de ce que je voudrais vous proposer ce soir en termes de réflexion. Quels sont les arguments en analyse économique qui permettent de prévoir avec certitude que la révolte fiscale n'aura pas lieu? Il faut quand même que vous compreniez, vous partagiez le point de vue selon lequel cette question s'inscrit dans la thématique de l'intérêt général. Pourquoi l'État? C'est en fait la même conférence que parler de la fiscalité. La fiscalité, ce sont les moyens des fins que l'État veut remplir. Pourquoi l'État existe-t-il? Parce que, je vais essayer vraiment 2 phrases de synthétiser des années de cours possibles sur ce type de sujet. Pourquoi l'État? Parce que l'homme serait un loup pour l'homme. Hobbes, c'est une conférence, c'est pas un cours, il n'est pas interdit de rappeler quelques noms. Je ne veux pas en discuter, je ne fais que replacer le cadre. Parce que l'homme est un loup pour l'homme, parce que la violence est omniprésente, il faut quelqu'un pour nous séparer. Du jugement de Salomon jusqu'à nos jours. Mais les économistes aussi s'en sont mêlés. Et dans les années 30, constatant les défaillances du marché, les market failures pour les économistes ici présents, les défaillances du marché pour les autres, Arthur Cecil Pigou, un très grand économiste anglais, bien supérieur à Keynes, vous me direz, c'est pas très difficile en l'occurrence. Arthur Cecil Pigou est le papa de l'intervention de l'État. Constatant que lorsque le marché fonctionne, il peut y avoir des effets délétères, des effets non souhaitables et des effets non souhaités, dans notre langage d'économiste, des externalités négatives, alors l'État doit intervenir. Soit-il taxe, soit-il réglemente, soit-il interdit, soit-il empêche, soit-il oblige. C'est Pigou qui a ouvert la porte à l'ensemble de l'extraordinaire développement de l'État depuis les années 30, donc dans l'extraordinaire développement de la fiscalité, puisqu'il faut que l'État, surtout quand de gendarme il devient providence, ait les moyens de ses fins. Les politologues, les juristes, les philosophes, les économistes, voilà les gens qui disent l'État représente l'intérêt général. Je ne développe pas, je ne fais que rappeler, mais il le faut, cette toile de fond. Seulement, ce qui est peut-être un peu nouveau pour certains, selon les profs que vous avez eus, c'est de rappeler que vous avez l'autre famille. C'est-à-dire que si Hobbes considère que les situations de conflit entre les êtres humains sont consubstantielles à la nature dont nous avons été dotés, il y a quelqu'un d'aussi important qui s'appelle John Locke. Ami, je vais te demander de te déporter un peu à gauche. Si tu veux bien. Et tu remarqueras que par rapport au public, tu t'es déporté à droite. Ah, selon le point de vue duquel tu te places. John Locke nous dit, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La situation la plus normale, ce n'est pas de rechercher le conflit, c'est de rechercher la coopération. John Locke a incontestablement raison. Le nombre de Français qui se promènent dans la rue, multiplié par le nombre de fois où ils le font par jour, multiplié par le nombre d'occasions d'agresser
ou de dire à quelqu'un vous ne me plaisez pas, Dieu que vous êtes laid, je voudrais votre costume, donnez-moi votre portable, que sais-je encore. Clairement, la preuve ce soir, du moins puis-je l'espérer, nous choisissons la coopération plutôt que le conflit. Quant à l'idée que lorsque le marché fonctionne, il donne éventuellement des externalités négatives, cette idée n'est pas niable, elle est vraie, mais il n'y a pas que la solution de l'intervention de l'État. Une autre conférence dans un autre état de l'univers nous apprendrait qu'un certain Ronald Coase, dans son théorème de Coase, propose une autre solution qui va passer par l'accord entre les deux parties concernées quand il y a un usage alternatif et opposé entre deux personnes d'une chose. Pour ceux qui auraient compris, l'usine pollue, la société de pêche est en aval. Solution de Pigou, l'État intervient et soit il interdit la pollution, soit il dit aux gens du club de pêche, allez vous faire voir, vous êtes bien gentils, vous êtes combien? 14 membres, il y a 3000 employés dans l'entreprise. Alors s'il vous plaît, d'abord, produire le bien en question. Ou bien, il va taxer pollueur-payeur. Et Coase va proposer une autre solution tellement importante qu'on l'appelle en analyse économique le théorème de Coase, dans lequel il va montrer que pourvu que les droits de propriété soient attribués correctement, et du côté du pollueur dans mon exemple, et du côté des pollués, l'un et l'autre vont certainement arriver à trouver un accord. Soit l'usine va dédommager le club de pêche. Vous êtes encore éveillé? Soit l'usine, c'est pas facile ça, soit l'usine va dédommager le club de pêche. Tout simplement parce que l'usine trouve que la désutilité d'indemniser le club de pêche, cette désutilité est inférieure à l'utilité de continuer à produire. Soit le club de pêche trouve que la désutilité de payer une somme à l'entreprise pour qu'elle arrête de polluer, cette désutilité est inférieure à l'utilité de continuer à pêcher, et nos amis pêcheurs vont se cotiser, tenter de passer un accord et payer l'usine pour qu'elle ne pollue pas. Mais alors quelle différence finalement entre la solution pigouvienne ou la solution de Coase? C'est que lorsque les hommes de l'État interviennent dans la solution pigouvienne pour interdire, ou pour taxer, ou pour réglementer, ou pour permettre, ou pour donner raison à l'un ou à l'autre, il y a une fantastique différence, c'est qu'il y a un gagnant et un perdant. Alors que si le club de pêche et l'usine ont signé un accord sans aucune violence des deux côtés, si les deux parties ont signé un accord, ça signifie par définition non pas que ce que l'un gagne, l'autre le perd, mais ça signifie qu'il y a deux gagnants. Vous voyez comme ces thématiques sont importantes. J'ajoute enfin, mais je ne le traite pas au fond, c'est juste pour rappeler quel est le décor de la question de l'État et des moyens de ses fins, c'est-à-dire de la fiscalité, et à partir d'un certain montant, de la possibilité éventuelle d'une révolte fiscale. J'ajoute une troisième et dernière chose, je m'en voudrais, même dans une présentation pointilliste à la Seurat, c'est-à-dire juste quelques points du tableau, je m'en voudrais de ne pas rappeler que face aux arguments Hobbes, Pigou versus Locke, Ronald Coase, il ne suffit pas de dire intérêt général, Saint-Jean de Gaulle et sa conférence de presse, il ne suffit pas de sauter comme un cabri et de dire Europe, Europe, il ne suffit pas de dire intérêt général, comment vous le faites émerger? Et là, c'est assez dramatique en sciences humaines, puisque le paradoxe de Condorcet et le théorème d'Arrow, dont je ne donne que le résultat, j'ajoute qu'il y a un minimum d'économistes dans cette pièce. Si donc je leur démontre le théorème
d'impossibilité, les 5 conditions du théorème d'impossibilité d'Arrow, il y a ce soir une vague de suicides chez les adolescents et je ne veux pas en être responsable. Comme tout fonctionnaire, je suis irresponsable. Et donc le paradoxe de Condorcet, le théorème d'Arrow, nous montre quoi? Nous montre l'impossibilité par la procédure démocratique. C'est ça le résultat. Ce résultat est accepté par des auteurs très à gauche, très à droite, et surtout d'abord des savants. Le paradoxe de Condorcet n'est pas une opinion. Le théorème d'Arrow n'est pas une opinion. C'est une démonstration que par le système démocratique, vous pouvez arriver à des résultats mathématiquement proprement aberrants. En français simple et à cette heure-ci pour ne pas tuer nos étudiants et nos amis ici présents, petit A comme programme peut être préféré à petit B, petit B peut être préféré à petit C, mais petit C peut être préféré à petit A. Et encore, je suis dans un système seulement, paradoxe de Condorcet, à 3 programmes et 3 électeurs. Il peut donc sortir ce résultat aberrant. Ça paraît tellement bête que l'on se dit, je vais facilement démontrer le contraire. Kenneth Arrow, prix Nobel de sciences économiques, mathématicien qu'on peut qualifier de génial, a passé près de 40 années de sa vie sur le paradoxe de Condorcet. C'est-à-dire cette chose qui paraît si simple. Comment se peut-il que si petit a est plus grand que petit b, que petit b bat 2 fois une petit c puisse battre 2 fois une petit a, quand chaque électeur place ses préférences entre A, B et C. Au bout de 40 ans, Arrow a sorti un ouvrage d'une importance cruciale en disant « Je suis vaincu. Le paradoxe de Condorcet existe. » Et Duncan Black, qui est un auteur extrêmement célèbre, auteur entre autres pour ceux qui connaissent en écho, mais pas seulement les juristes, mais bien d'autres, ont entendu 100 fois au moins le mot théorème de l'électeur médian. Duncan Black, l'auteur du théorème de l'électeur médian, a écrit dans un article que quand il a découvert que le paradoxe de Condorcet était incontournable, il a eu une nausée. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il n'y avait aucune procédure certaine, qui permettait de faire émerger, concernant les biens publics, les préférences collectives que nous avons par le système du vote. Ce qui pose tout de suite la question, comment les entrepreneurs politiques s'y prennent-ils pour déterminer l'intérêt général? Pas les histoires, ils sont méchants, ils sont gentils, économistes, mais pas normatifs. Ils essayent de comprendre quelles sont les raisons qui font que les choses se passent. Évidemment, la réponse de la théorie du public choice est unanimement, ou presque, pour être honnête, unanimement ou presque acceptée. Alors vous dites ça parce qu'on le sait, le public choice, ce sont les économistes. Sur les plus de 5000 membres professeurs d'université de la société du public choice, plus de 50% sont aujourd'hui des professeurs de sciences politiques et des juristes. La réponse de la théorie des choix publics, de la théorie de la décision publique, pour être plus précis et plus correct, la réponse est très simple, c'est celle que votre grand-mère avait déjà comprise. Et je ne me moque pas, votre grand-mère l'avait compris. La différence entre votre grand-mère et la science, ça s'appelle la science économique ou un amphithéâtre. Qu'est-ce qu'elle avait compris, votre grand-mère? Que les entrepreneurs politiques allaient largement décider que l'intérêt général était d'autant plus général que la catégorie en question était forte électoralement parlant. On ne va pas beaucoup s'occuper des prisonniers. On ne va pas tomber dans le misérabilisme. Ce n'est pas le genre de la maison. Et ce n'est pas le genre de Students for Liberty. Enfin, soyons honnêtes. C'est une honte pour le pays appelé la France que de mettre 3, 4, 5, 6 prisonniers dans la même cellule. Pourquoi tous les gouvernements successifs de gauche, de droite, du milieu se foutent complètement de la condition pénitentiaire? Parce que les prisonniers sont inciviques. Ils ne votent pas qu'ils intéressent. Mais monsieur, la justice,
C'est la fonction régalienne par excellence, la main de justice du roi. Le chêne, Saint-Louis, c'est la fonction par excellence. Et la justice, vous le savez, c'est un des plus petits budgets de l'État. Et pourquoi? Vous savez combien il y a de magistrats en France? Un peu moins de 6700. 6700. 1 200 000 rapatriés. Ça pèse. 1 545 000 agents dans l'éducation nationale. Quand j'élève un peu la voix en tant que fonctionnaire de l'éducation nationale, les entrepreneurs politiques nous comprennent très bien. Les gays. Vous vous rendez compte de ce que représente le lobby gay, électoralement parlant? Un entrepreneur politique qui veut se suicider électoralement, il a qu'à dire « je suis contre les gays ». Pas tout contre, je suis contre les gays. Il est mort. Il est mort. L'intérêt général commande donc de financer les radios gays, de financer les associés, les cathos, les gays, les cathos, les auvergnats cathos gays, et ainsi de suite. La réponse de la théorie du public choice, c'est évidemment, faisons encore plus simple, dis-moi combien tu représentes de voix, et tu verras si tu m'intéresses. Les municipales sont dans quelques jours. Enfin, ne perdons pas de temps. Avec 120 000 membres, la communauté arménienne à Marseille est la communauté la plus chouchoutée de tous les candidats. Je veux parler avec la tête de liste d'un des secteurs par discrétion. Ce serait très indiscret de ma part que d'être plus précis. Et m'expliquer pourquoi dans les 5 premiers, il y avait 3 Arméniens. Et c'est le quartier de Beaumont, Saint-Julien, etc. Tous ceux qui habitent Marseille ont déjà compris. Comment vous voulez gagner les municipales à Marseille si vous n'avez pas la communauté arménienne avec vous? Sont-ce les plus à plaindre? Est-ce qu'en un siècle, avec un courage auquel je rends hommage à l'instant, et ce ne sont pas des mots, un courage inouï, la communauté arménienne occupe désormais des positions dans la ville de Marseille tout à fait considérables. Sont-ils vraiment les plus petits, les plus humbles, les plus faibles? Puisque je rappelle que toute la littérature sur ce sujet, c'est les hommes de l'État prennent aux uns pour distribuer aux autres. Les uns, ce sont les riches, et les autres, ce sont les petits, les blessés de la terre, les chômeurs, les handicapés, ceux qui ont reçu des coups de la vie, et ainsi de suite. Voilà le premier groupe de réflexion, un peu long, pardonnez-moi, mais que je n'ai pas développé, je le reconnais, qui sont des problèmes immenses. Nous allons cependant acter la chose suivante, parce que cela se vérifie en regardant les choses, nous allons acter que l'intérêt général existerait, ou qu'il y aurait à minima les violents qu'on devrait séparer des non-violents. Bref, une série de choses justifieraient l'existence de l'État. Et donc, si l'État existe, il lui faut les moyens de ses fins. L'analyse économique, c'est la discipline vraiment de la cohérence et de la rationalité. Vous ne pouvez pas dire, il faut l'État et lui refuser les moyens de ses fins. Si l'État doit assurer, par exemple, rien que les violents, la police et la justice, ou encore, puisque nous serions violents, notre tribu, par convention, on va l'appeler les Francs, est attaqué par une autre tribu, par convention, on va les appeler, je ne sais pas moi, les Burgondes. Bien. Donc il faut qu'on ait une défense, une justice, une police, une diplomatie. Et puis à partir des années 30, l'État-providence, l'État m'éduque, l'État me soigne, l'État m'éclaire, 85,3 d'EDF appartient à l'État, l'État me transporte, SNCF, le métro, l'État a 3 points de suspension. Ce n'est pas la conférence de ce soir. Admettons cependant simplement à minima l'État gendarme et donnons donc les moyens à l'État de fonctionner. Admettons que l'impôt soit légitime. Ici, et avant d'arriver très vite, rassurez-vous, au dur de ce que j'ai à vous dire,
il faudrait d'abord réfléchir sur la stratégie. La première question que pose la révolte fiscale, en imaginant cependant que l'impôt soit légitime, légal, il l'est. Mais imaginons qu'il soit légitime. D'accord? À partir d'une certaine dose, si Louis XVI arrivait par cette porte, ce serait intéressant. Et en plus, la tête sur les épaules. Et je lui dirais: de quoi êtes-vous mort, sire? Et il me répondrait: d'une overdose fiscale. J'aimerais pas qu'on oublie ce soir, dans une conférence sur la révolte fiscale, que le roi a perdu la tête de ses épaules pour une raison fiscale. Les États généraux sont convoqués parce qu'en 1789, l'intégralité des recettes de 1790, 1791 et 1792 qui ne sont pas encore entrées sont déjà consommées. La suite, vous la connaissez. En quelques jours, la société d'ordre est balayée. Le roi va y laisser sa tête. Si j'ose dire, c'est le fisc couperé. Mais là, vraiment, je retire immédiatement cette plaisanterie de garçon de café. Imaginons donc que l'État ait à remplir des tâches. Imaginons que les impôts atteignent un tel montant, nous verrons lequel, et que les gens imaginent l'overdose fiscale. Ils imaginent que trop c'est trop, et qu'il y ait potentiellement de la révolte fiscale. La première question à résoudre, qui ne rentre pas encore totalement, qui est la dernière marche avant de vous donner les réponses que vous attendez ce soir, pourquoi la révolte fiscale n'aura pas lieu, c'est de se poser déjà une question très importante de stratégie. Stratégie endogène ou stratégie exogène? Quand on se révolte contre l'État, avec pour motif la fiscalité, il y a deux types de stratégies possibles. Celle qui joue à l'intérieur des règles du jeu. Les tondus, les pigeons, les poussins. Il y a même une députée de Marseille, esthétiquement impeccable, qui avait lancé un mouvement qui a duré quelques semaines et curieusement, je ne sais pas si ça a fait progresser la condition féminine, elle avait appelé les bécasses. Les bécasses, les pigeons, les tondus, les poussins, les ceci, les cela, que sais-je encore. Tous ces gens choisissent de jouer à l'intérieur du cadre qui est celui de nos démocraties, ou celui de notre économie, ou celui de notre type de république. Et puis il y a des stratégies exogènes. C'est celles qui se donnent pour mission, ou qui saisissent l'occasion de balayer, à propos de la révolte fiscale, de balayer complètement le régime en question. Cette question n'est pas aussi théorique et inintéressante que vous pouvez l'imaginer, puisque l'exemple type pour y revenir, mais pas pour détailler, malheureusement, là encore faute de temps, c'est l'exemple de la Révolution française. Le tiers-État va mettre une mécanique, va lancer une mécanique qui va se terminer à la grande stupéfaction de Sieyès et de tous les leaders à l'époque du tiers-État par la Révolution. L'ancienne France et pas l'ancien régime, mot forgé en 1792 par les révolutionnaires pour disqualifier immédiatement tout ce qui s'était passé avant. Un historien qui connaît l'histoire ne parlera jamais de l'ancien régime, mais de l'ancienne France, ce qui n'est pas du tout la même chose. Voici un exemple de stratégie exogène, c'est-à-dire à propos de la révolte fiscale, je renverse la totalité du régime. Ça, c'est la première question, qui n'est pas la réponse du sujet de ce soir, mais qui est une question qui, à propos de cette question de la révolte fiscale, est une question tout à fait importante
puisqu'on s'aperçoit que la stratégie endogène est souvent plus payante pour obtenir des concessions. Mais évidemment, la désutilité de la stratégie endogène, c'est de constater que l'esclave consent à son propre esclavage. C'est un terme extrémiste que de parler d'esclavage. Comment? Soyons simples, s'il vous plaît. Je réfute ici que ça puisse être l'opinion d'un prof ou de l'extrémisme de parler de spoliateur et de spolié, par exemple. Je consacre une page entière, dès le début ou presque du bouquin, à l'origine du mot impôt, à la façon dont ça vient en réalité de spoliarium, qui était le lieu où les gladiateurs étaient dépouillés après être morts, et ainsi de suite. Et vous verrez, si l'origine des mots, ce n'est pas du reste un mot infamant. Être spolié de quelque chose, est-ce que je gagne légitimement et honnêtement ce que je gagne? Si l'on me prend 10%, 30% ou 50%, est-ce que c'est stricto sensu une spoliation? Oui. Monsieur, cette spoliation, c'est pour l'intérêt général, afin que les hôpitaux, l'univers... Très bien, parfait, j'ai rien contre. Ou j'ai peut-être beaucoup contre. Mais je peux parfaitement l'admettre. Nous verrons ce que je vous dirai tout à l'heure pour les biens publics. Ceux d'entre vous qui ont de votre prof l'idée, ah ben oui, c'est un libertarien fanatique, attendez s'il vous plaît quand même la fin de la cour pour entendre ce que je vais vous dire des biens publics. Et de l'erreur grossière de beaucoup de mes collègues qui consiste à dire tous les biens publics sont de mauvaise qualité, il faut tous les mettre à la poubelle, de toute façon c'est un coût exorbitant, que sais-je encore. J'ai peur que ce soit eux, à ce moment-là, qui sont emportés effectivement par l'idéologie. Il y a 3 mots qui ne devraient choquer que ceux qui sont déjà complètement endoctrinés par l'école ou par l'université. Si je dis spoliateur, spolié, première expression. Si je dis l'État a le monopole de la violence légale. La violence, bien sûr la violence. Je te prends la moitié de ton portefeuille, tu finis par me le réclamer et te plaindre. Je te prends la moitié de ton portefeuille si tu es dans une tranche à 50% et tu t'appelles, et je m'appelle, percepteur. Je te conseille de donner les 50%, tu vois. Parce que tu vas finir en prison. Je dis bien en prison, code général des impôts. Tu vas être privé de ta liberté si tu refuses. Donc ne me dites pas que je n'ai pas le monopole de la violence légale. Et la violence illégale, c'est prendre ton portefeuille alors que je suis un particulier. Et pourquoi l'homme de l'État peut le faire? Vous voyez l'intérêt de repasser quand même par les quelques notions préliminaires. L'homme de l'État peut le faire parce qu'il représente l'intérêt général. Et c'est à ce titre que sa violence est légale. Et puis le troisième terme auquel il faut vous habituer dans les minutes qui nous restent, c'est de dire, mais c'est capital, que les hommes de l'État ont le monopole de la production du droit. Ben, bien sûr, monsieur. Qui vous voulez d'autre qui puisse produire du droit? Comment? Mais bien sûr, monsieur. Les villes produisaient du droit. L'Église produisait du droit. Les seigneurs produisaient du droit. Si je regarde de Jesus Christ à Joseph, non, là, la comparaison n'est pas très heureuse. Si je regarde de Jesus, enfin, elle est au détriment de Jesus Christ. Si je regarde de Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui, la concurrence des normes juridiques a été la règle pendant à peu près 18 siècles sur 20. C'est assez récemment que les hommes de l'État ont obtenu une fantastique victoire. C'est d'avoir le monopole de la production du droit. Dites-moi, si j'ai le monopole de la production du droit et que j'ai le monopole de la violence légale, ça commence à être intéressant de devenir homme de l'État. La tentation du reste d'augmenter le taux de spoliation est une tentation évidemment qui va être forte. J'ai signalé tous ces points préalables sans cacher aux petits juristes et économistes, juristes particulièrement, que je consacre un chapitre entier, je vous signale, intitulé « La divergence juriste-économiste », le statut de la révolte fiscale, la divergence juriste-économiste. Je n'ai pas le temps ici, je discute des propositions
position de certains de vos professeurs dans la maison, du reste, le doyen Orsoni, le professeur Isard, et quelques autres de mes collègues qui ont beaucoup écrit sur l'impôt, et dont je discute les propos, car les économistes, eux, dire que quelque chose est illégitime ou discuter de la légitimité ne les gêne pas. Le juriste de droit public 21e siècle est un individu pour qui l'égalité, en un mot, l'égalité vaut légitimité. Tout a été voté dans les règles. Le Parlement a voté. Le Conseil constitutionnel est repassé par derrière et n'a sorti que de petits alinéas de l'article 12. C'est légal, mon bon monsieur, donc c'est légitime, vous devez obéir. Derrière, vous avez quelque chose d'encore plus important, auquel il faut que je vous rende sensible avant d'aborder, assez rapidement, du reste, rassurez-vous, les 4 autres points. C'est que derrière, il y a l'idée, chez nos collègues juristes, ou la plupart d'entre eux, et la quasi-totalité des publicistes, que nous naissons débiteurs de la société. N'oubliez pas que derrière la question de l'État et de l'impôt, il y a cette certitude que nous naissons débiteurs des autres. Quand mon collègue, je vous ai dit que je saute ce chapitre et je tiendrai parole, mais quand mon collègue et ami, et très cher ami, le professeur Hervé Isard, déclare et écrit, après avoir développé toute une série de choses, de façon très intéressante du reste, sur le rôle de l'individu à l'intérieur du groupe, et ainsi de suite, et qu'il conclut l'impôt est une forme laïque de l'offrande, de même qu'on offrait aux dieux un certain nombre de choses. L'impôt est une façon de marquer son appartenance au groupe. Bien sûr, ils n'auraient pas fou. Il sait très bien que nous le payons furieux. Et en même temps, dit-il, s'il n'y a pas de révolte fiscale, ce qui répond pour lui à mon interrogation, même si son propos est un colloque d'il y a 2 ans, une disputation du reste entre le doyen Orsoni et moi-même, le doyen Orsoni comme adorateur de l'impôt, et moi un tout petit peu plus sceptique, devant le rôle et le bonheur qu'apporte l'impôt, Hervé Isard, avant même que je me penche sur cette question quelques week-ends, s'interrogeait sur cette question et dit pourquoi nous acceptons l'impôt? Parce que c'est notre façon de participer à la vie du groupe. Cette piste est très intéressante, hein? Elle est loin d'être folle. Évidemment, l'expression stricto sensu, l'impôt est une forme laïque de l'offrande, et oui, cette façon de rendre ce que nous devons aux dieux. Et juste avant, Hervé Isard dit, le Dieu contemporain, c'est l'État. L'État a pris la place de Dieu, largement dans nos sociétés. C'est lui qui distribue les bienfaits. C'est lui qui est méchant et qui distribue les claques. C'est même lui qui peut enlever nos enfants et les envoyer à la guerre. Et je vous conseille de ne pas désobéir. La désertion était punie par la peine de mort. C'était l'un des rares crimes punis depuis des siècles par la peine de mort que de déserter. Refuser qu'on prenne nos enfants pour les envoyer se faire tuer pour des causes aussi claires que la République centrafricaine et l'Afghanistan pouvait vous valoir la peine de mort tant qu'elle existait, peine de mort pour désertion. Donc l'homologue, le Dieu contemporain, c'est clairement l'État pour beaucoup de nos contemporains. Et on va verser son offrande. Chez le percepteur, on est furieux, bien sûr. Bien sûr qu'on est mécontent. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans ce que dit Isard. On est mécontent, mais si on ne se révolte pas, c'est qu'on sait qu'il faut en passer par là, non seulement. Mais mieux, dit Isard, il explique, c'est une façon de dire « j'appartiens à la tribu ». Je participe à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Chacun doit, en fonction de ses possibilités, contribuer aux tâches de l'État, et ainsi de suite. C'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Entre les juristes et les économistes, il y a des divergences fortes. Ce tableau,
on l'a dit tout à l'heure, à la Seurin, ce tableau pointilliste étant un peu tracé comme décor, j'en arrive, mais ça ne sera pas très très long, je vous le précise, j'en arrive à essayer de résoudre devant vous ce que je qualifie dans un chapitre du paradoxe du masochiste. Plus je souffre et plus je dis encore. Je ne dis pas tout à fait ça me plaît, donc c'est pas le masochiste hard. Je m'aperçois que j'ai les masochistes dans la catégorie, dans la cohorte. Il faut sans doute distinguer entre le masochiste hard, lui vraiment ça lui plaît, et le masochiste soft. Il ne se révolte pas. Il ne dit pas je suis très heureux, mais quand même. Et quel est le paradoxe, s'il vous plaît? Merci. Merci. Le paradoxe est le suivant. Les prélèvements obligatoires en 1914, c'est facile à retenir, j'ai de la chance, 2014. L'an prochain, je ne pourrai plus être aussi précis. Les prélèvements obligatoires en France, moins de 5%, moins de 5% du produit intérieur brut. Reconstitué, le PIB n'existait pas. Nous avons tous les chiffres. Travaux de Saury, l'arrêt du bois Malimbeau, abrégé de la croissance française, je vous fais grâce des ours. Vous vous en foutez à cette heure-ci et vous avez bien raison. Vous me croyez sur parole, j'espère. Prélèvements obligatoires, 1914, moins de 5% du produit intérieur brut. Autre chiffre à retenir, je n'en abuserai pas, je vous rassure. Je n'ai pas toujours connu. Et vous verrez pourquoi il nous servira tout à l'heure. Quand en 1913, presque la même date, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, après 70 ans à peu près de débat parlementaire, est enfin voté, le Sénat l'accepte. Or, le Sénat avait la possibilité du refus définitif dans la Constitution de la Troisième. Le Sénat l'accepte à une seule condition. C'est que le taux marginal de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ne dépassera jamais 2%. 2%. Je reviens à mes prélèvements obligatoires. 4,9% du PIB reconstitué par Saury, 1914. Prélèvements obligatoires 2014, pile cette année, 100 ans après, 46% et des poussières. 5, 46. Vous voyez, 9 fois et des poussières. Or, et c'est ça l'intérêt, je l'espère, de ces quelques moments partagés, or, les révoltes fiscales ont décru en France, comme dans beaucoup d'autres pays, c'est déjà assez difficile pour la France, restons s'il vous plaît dans notre pays, ont décru de façon très spectaculaire. Par rapport à l'ancienne France, rien à voir. Les va-nu-pieds de Normandie, par exemple, c'est à peu près 700 agents du roi qui sont oxy. Nous sommes sous Louis XIII. Richelieu envoie quelques dragonnades et commence par mettre 5000, on les appelait les va-nu-pieds de Normandie, tellement ils étaient pauvres. Il commence par faire pendre 5000 révoltés aux arbres. Ça, c'est le début, hein. Et après, il s'est occupé de terminer la révolte en question. 1914 à nos jours. Le mouvement Poujade, 1956, le papetier de Saint-Céré, une petite poussée électorale, 52 députés aux législatives de 56. À l'époque, c'est l'Assemblée elle-même qui a invalidé ou pas, le Conseil constitutionnel n'existait pas. Donc 34 poujadistes, M. Le Pen a été député poujadiste en 56 à 27 ans. Il était jusqu'aux dernières législatives le plus jeune parlementaire que jamais la République française ait connu. Il y a eu ce mouvement Poujade. Il est mort 1 an après. Pierre Poujade s'est agité jusqu'à sa mort il y a une dizaine d'années. Il a pris des positions diverses et variées, tout le monde s'en foutait. Pierre Poujade a duré l'espace d'une rose, l'espace d'un instant. Et puis, pour ceux qui connaissent ces sujets, mais ce serait intéressant à la limite si plus personne ne s'en souvenait, ça ratifierait ce que je vous dis. Dans les années 70, un commerçant qui s'appelait Gérard Nicoud, N-I-C-O-U-D, s'est révolté, a fondé le Sidunati, et il a fait quelques petites choses standards, c'est-à-dire il a pillé 3 perceptions,
il a retenu en otage 3 responsables du Trésor, il a fait quelques manifs, et puis il est rentré dans le rang, le Sidunati n'existe plus. Plus personne ne se souvient de Gérard Dicou, qui est décédé il y a quelques années. En tout et pour tout, sur les 100 dernières années, alors que les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire la pression fiscale, le nom vient du petit panier dans lequel on pressait le vin. C'est cela qui a donné l'origine du mot fisc. Et donc, vous voyez, déjà, c'était la pression. Puisque c'est le petit panier dans lequel on pressait le vin qui a donné l'origine du nom fisc. D'où la pression fiscale. La pression fiscale est multipliée par 9. L'intervention de l'État ne se limite pas aux impôts. Mais c'est une autre conférence, là encore. Mais je vous ouvre une piste. Tout ne se réduit pas dans l'intervention de l'État aux impôts. Ceci dit, spectaculaire. Moins de 5%. Plus de 46%. Décrue fantastique de la révolte fiscale. C'est cela que je vous propose de résoudre sans que vous vous affoliez sur le temps qui a passé, puisque c'est une série de propositions qu'il est assez aisé de démontrer. Je pense qu'il y a 5 explications qui permettent de résoudre le paradoxe du masochiste. Plus je souffre et plus j'en veux. Ou en tout cas, à minima, plus je souffre et moins je me plains. Ce qui est déjà fantastique, puisque tout esprit rationnel, vous l'avez compris, vous avez compris par ma thèse, la quasi-certitude, normalement, les révoltes fiscales auraient dû se multiplier, elles devraient être extrêmement violentes, et la pression fiscale a atteint un tel niveau que l'on pourrait imaginer des choses très graves dans un pays dont la pression fiscale a été multipliée par 9,2 ou 9,3 en un siècle seul. Les 5 pistes que je vous propose pour terminer le propos, de réfléchir à ces 5 pistes, sont les suivantes. La première piste, c'est le compromis entre les spoliateurs et les spoliés. La seconde piste, c'est de vous expliquer que les stratégies des bureaucrates, je vous donnerai quelques exemples, sont particulièrement fines et que lorsque beaucoup de nos amis et de mes amis disent en une seule phrase « les fonctionnaires sont idiots », j'ai peur que c'est eux qui profèrent une belle imbécilité. La stratégie des bureaucrates, et en particulier des bureaucrates fiscaux, est d'une finesse remarquable. Ils savent jusqu'où aller, ils savent le point qu'il ne faut pas dépasser, sous peine de tuer les incitations à payer ou de provoquer l'exil fiscal. Nous réfléchirons un instant là-dessus. La troisième piste que je voudrais vous proposer, c'est que les hommes de l'État, quand ils arrivent à spolier à hauteur de près de 50% du PIB, ont des possibilités de donner des pots de vin aux uns et aux autres. Le professeur Pierre Lemieux, un Canadien qui connaît bien cette maison, Pierre Lemieux, a cette expression un peu dure, qui n'est pas totalement fausse quand même, quand il parle des minables pots de vin qui permettent de nous acheter. Mais somme toute, des subventions aux allocations, des bourses pour les étudiants, aux niches fiscales, de tel avantage à telle réglementation, de tel quota à tel monopole, de telle activité baptisée service public, c'est-à-dire sous ce joli nom, éviter la concurrence, quelque chose de quand même nettement plus fatigant que le monopole. Les stratégies ici d'acheter notre soumission fiscale, ces stratégies sont d'une redoutable efficacité. Y compris si je suis dans les dom-toms pour parler d'une des niches les plus incroyables, les plus scandaleuses, les plus inouïes, mais parmi les connus. Il y en a bien d'autres. Posséder des parts de clubs méditerranéens 1 ou 2, ce sont 2 bateaux absolument sublimes.
qui font faire des croisières dans des îles paradisiaques, avoir des parts de bateau, ça s'appelle des kiras en droit. Eh bien, si vous possédez des kiras, ils sont complètement déductibles. Donc arrêtez de pleurer sur les riches, rassurez-vous. Pleurez sur les relativement riches qui n'ont pas les moyens d'acheter des parts de bateau, des hôtels entiers dans les dom-toms ou des conseillers fiscaux à 2 000 € par mois. Autrement dit, les très riches échappent très largement à l'impôt, parfaitement légalement, et nous verrons comme c'est intéressant. Je veux dire comme c'est intéressant, c'est que l'une des stratégies dont je vous parlerai, c'est la complexité de la loi fiscale. Si le Code général des impôts était ce qu'il a été, et il n'y a pas si longtemps, mesdemoiselles, messieurs, aucun d'entre vous cependant ne peut le savoir, vu la jeunesse, et je m'en réjouis, et je suis sincère, des auditeurs ce soir, c'est pas mes chers et vieux collègues qui m'intéressent, je m'en fous, c'est la génération qui monte, et les jeunes étudiants qui sont intéressants. J'ai connu le temps où le Code général des impôts devait faire moins de 30 pages. À moins de 30 pages, vous ne pouvez même pas tromper l'État. À 2600 pages, vous allez toujours pouvoir vous instiller dans l'alinéa terre de l'article de mise de la jurisprudence de la Cour d'appel de la Réunion, pourvu évidemment que vous puissiez vous payer des avocats fiscalistes d'affaires qui conviennent, Freshfield, Skaven, Meyerman, etc. Donc à 800 € par heure, il n'y a pas de problème. Vous pouvez échapper très largement à l'impôt. Le drame, c'est de gagner quelque chose entre, vu la progressivité fantastique de l'impôt en France, il n'y a que M. Thomas Piketty qui ne le sait pas. Enfin, Thomas Piketty, l'adorateur, le fanatique de l'impôt, qui ose écrire que la progressivité de l'impôt en France est faible. Ce qui est fantastique comme proposition. Incroyable. D'accord? La tranche terrible, c'est à partir de 5 000 € par mois jusqu'à 15 000 € par mois, vous ne pouvez pas vous payer un conseiller fiscal. Ça, c'est la tranche terrible. Ce sont les persécutés. Je dis bien, monsieur, ce sont les riches. Non. C'est l'infime minorité sur laquelle va porter un maximum de l'impôt. Comment M. Thomas Piketty, notre collègue Piketty, peut-il oser dire que la progressivité de l'impôt en France n'est pas fantastique? 50%, 48% grâce à M. Hollande, et non plus 52 du temps de Sarkozy. Il doit y avoir quelques personnes qui peuvent éventuellement un peu regretter leur vote. Bref, ne nous battons pas pour 2%. Un ménage sur deux n'est pas éligible à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Dernière statistique, dernier rapport du CNI, Conseil national des impôts, organisme unanimement respecté le Conseil national des impôts. Je vous rappelle que 30% des 50 autres % des ménages, je répète à cette heure-ci, un ménage sur deux non éligible à l'IRPP. Dans 1 sur 2 qui reste, 10%, non, 30% payent plus de 90% de la totalité de l'IRPP et 1% de cette moitié des ménages. 1% de tous les ménages. 1% de cette moitié qui reste paye elle seule 29% de la totalité de l'IRPP. Évidemment que l'impôt est progressif. C'est très bien joué. Très bien joué, nous le verrons. Concentrer un maximum de l'impôt sur une minorité, sur un tout petit nombre, qui ça va faire pleurer. En plus, ce sont les salariés. Donc c'est merveilleux. Vous retrouvez Bastia, l'État est cette fiction au travers de laquelle chacun d'entre nous croit vivre, au dépens d'une toute petite minorité. On s'en fout, ce sont les sales riches. De toute façon, s'ils sont taxés à cette hauteur, puisqu'ils gagnent, ils ne vont pas nous faire pleurer. Ce que les mêmes individus ne comprennent pas bien, c'est que l'une des stratégies, nous le verrons dans le temps qui reste, c'est que l'impôt va mettre en œuvre un maximum, l'État va mettre en œuvre un maximum d'impôts indolores. Et que c'est bien
bien de se réjouir des méchants riches. Ça s'appelle la jalousie. C'est un des 7 péchés capitaux. Son autre nom, c'est le socialisme. Ne croyez pas que j'essaie de vous faire rire. Ne le croyez pas. Et je vous interdis au moins, si je vous le pouvais, de dire que je suis sectaire. C'est après 40 ans de réflexion que je me suis aperçu que sous un nom, ou sous un autre, hein, dans 200 ans, il y aura un autre nom, le parti qui excite la jalousie des uns, les perdants, en disant si l'assiette de l'autre est mieux remplie, ce n'est pas parce qu'il a plus de talent, ce n'est pas parce qu'il travaille plus, ce n'est pas parce qu'il est mieux doté, ce n'est pas parce qu'il est plus malin, ce n'est pas parce qu'il met plus d'ardeur, c'est parce qu'il a eu la chance de naître dans telle famille, c'est parce qu'il est ami avec les politiciens, c'est parce qu'il a eu la chance, c'est parce que la doctrine qui excite la jalousie des ratés de la terre, pas des damnés de la terre, des ratés, est une jalousie qui aura toujours, est une stratégie qui aura toujours sa clientèle. Vous l'appelez comme vous voulez. Évidemment, c'est un péché quand même, hein. C'est dans les 7 péchés capitaux. Il est vrai qu'il ne faut pas condamner tous les péchés capitaux, puisque parmi eux, il y a la luxure et la gourmandise. Ce qui veut dire que dans les péchés capitaux, il y en a de délicieux. La 4e piste pour laquelle je prendrai pour chacune le temps qui nous reste, je tiendrai mon temps, ma deadline, c'est de vous expliquer que les œuvres de l'État produisent des biens publics de qualité en contrepartie des impôts. Mais non, l'État, ne dites pas n'importe quoi. Il faudra en tout cas se poser la question, est-ce que parmi les biens publics, certains sont d'une qualité incontestable? Mais dira-t-on à quel prix? C'est une sous-question. Et la dernière piste, c'est la théorie du public choice. Nous montre très bien la mécanique implacable qui est à l'œuvre, puisque ceux qui voudraient éviter que l'État grossisse trop, donc lève trop d'impôts, c'est-à-dire les coalitions économiques, sont dispersés. Merci. Alors que les coalitions dépensières sont concentrées et ont un intérêt tout à fait direct à la dépense. Dans le temps qui me reste, et je tiendrai la parole largement, je suis large, je voudrais vous dire quelques mots de chacune de ces pistes. La première piste, c'est ce que j'appelle le big deal, le grand compromis entre les spoliateurs et les spoliés. C'est la première piste sur laquelle j'aimerais qu'on réfléchisse l'espace d'un instant. Pour cela, je m'appuierai sur un article extraordinairement classique. Évidemment, qui heurte la première fois qu'on l'entend, enfin qui heurte les juristes, ceux qui ont peur des mots. Les économistes, ils n'ont pas peur des mots. C'est le propos archi-classique désormais d'un auteur décédé, vous connaissez bien cette maison, qui est un économiste extraordinaire. Vous trouvez du reste son maître ouvrage logique de l'action collective. Nous sommes en plein, vous allez voir dans ce qu'on fait ce soir. Logique de l'action collective dans la collection Sociologie, la collection bleue dirigée par Raymond Boudon. Et Manker-Olson a écrit donc cet ouvrage, et dans cet ouvrage, entre autres, c'est le papa de la distinction entre exit et voice, le vote par les pieds ou bien la protestation. Et Olson est quelqu'un qui a introduit une distinction qui est aujourd'hui considérée presque unanimement comme un grand classique, la distinction entre les bandits nomades et les bandits sédentaires. Je vais vous expliquer en quelques mots et vous allez très vite comprendre pour ceux qui ne connaissent pas cette distinction. Le bandit nomade, pour ceux qui ont vu les 7 mercenaires, ça s'inspire de ça. Manker-Olson a eu l'idée, en regardant les 7 mercenaires, 20 ans avant, il y avait eu le film de Kurosawa en 1954, les 7 samouraïs. Ça raconte la même histoire. Quelle histoire? Je vous la résume en un mot pour ceux qui n'ont jamais vu les 7 mercenaires ou les 7 samouraïs. Prenons les 7 mercenaires. Nous sommes au Mexique. Il y a un village, et dans ce village, des bandits arrivent et ils font une razzia totale.
Ils volent toute la récolte, ils tuent au passage ceux qui osent s'opposer, ils partent du village et leur disent attention, on reviendra. Et comme ils vont revenir, les braves paysans, de façon très émouvante du reste, se cotisent, tout ce qu'ils ont, ils le portent à des professionnels de la défense, des mercenaires, en l'occurrence Yul Brynner, grand acteur américain qui a eu son nom de gloire, qui recrute d'autres mercenaires, si je vous dis Steve McQueen, alors évidemment ce nom est connu partout, sort de Buchholz, etc. Tous les 7 mercenaires sont tous des acteurs de reste, tous les 7, extrêmement connus. Et ces 7 mercenaires vont s'installer dans le village mexicain. Et effectivement, l'homme qui fait la razzia de tout va revenir, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les spoliés, ayant été spoliés de tout, préfèrent mourir sur les barricades. Et la façon dont les 7 mercenaires leur ont appris à se battre, et eux-mêmes restent dans le village pour se battre, et pour respecter le contrat contre des sous et les 3 pauvres petites choses qui restaient à ces paysans après la razzia, et vont tuer le bandit en question. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose de fondamental pour notre soirée. Ça veut dire que nous allons voir si ceux qui sont parmi nous, ils sont des bandits? Oui, ils sont des bandits. Stricto sensu? Oui, stricto sensu. De quel nom on me vole une partie du fruit de mon travail? Monsieur, pour faire des services publics. Je n'ai pas dit le contraire, et je dirai à la fin quelques mots des biens publics. Et de ce qu'un économiste standard, justement, pas excité, standard, connaissant sa science, peut en dire. Cependant, même si c'est pour faire des services publics, est-ce qu'un vol est un vol? Je passe mon temps à apprendre à des générations d'étudiants à savoir raisonner. Je m'en fous des connaissances, vous le savez, et la plupart d'entre vous sont mes étudiants, je les reconnais. Vous pouvez témoigner que je vous ai toujours appris à essayer de raisonner. Est-ce que ce vol a pour conséquence des hôpitaux, des bataillons de marins-pompiers, des universités correctes comme la nôtre, surtout de la fac de droit, non, j'en veux beaucoup aux médecins qui nous prennent tous nos crédits, etc. Et est-ce que le lycée Louis-le-Grand est prestigieux? Vous ne pouvez pas dire en même temps l'éducation nationale tout fout le camp et continuer à vous extasier, avec juste raison, sur Louis-le-Grand, Henri IV, la Sorbonne, Saclay, Orsay et quelques-unes de Normativ, Polytechnique et quelques-uns de nos établissements d'excellence. Il faudrait savoir où tout fout le camp, où l'éducation nationale ici ou là a encore des perles. Quant au bataillon des marins-pompiers, tout ce qui est fait à l'instant ne sera pas à faire tout à l'heure pour les biens publics. Enfin, vous vous décrédibilisez complètement. Mes collègues se décrédibilisent quand ils disent « tous les biens publics sont à jeter ». J'habite Marseille, le bataillon des marins-pompiers qui sont des militaires est un des plus efficients du monde. Quant à la défense nationale, on pourrait citer 1870 ou 1940, j'en conviens. Vous ne pouvez pas dire les biens publics dont la défense nationale, ce sont des bandes de nullité, et vous extasiez le jour de Cameroun. Ah, la Légion étrangère, Rémi Lambert, la Légion étrangère, c'est la première arme du monde, elle est même au-dessus des Marines, ce que tous ceux qui connaissent la chose militaire savent qu'au-dessus même des Marines, il y a la Légion étrangère. Il faudrait savoir où où la Légion étrangère, le lycée Louis-le-Grand, le bataillon des marins-pompiers, et une partie plus que notable de nos hôpitaux, je peux en témoigner, malheureusement, à titre personnel, beaucoup d'entre vous savent la raison, et donc je peux vous dire que celui d'entre vous qui dit que l'hôpital public est un foutoir perd toute crédibilité. La médecine française est la première ou deuxième du monde. La quasi-totalité de nos hôpitaux marche remarquablement. Mais monsieur, une dame aux urgences est morte. Ah, parce que vous croyez que si il n'y a que le secteur privé, il n'y aura pas un carreau, une fois tous les 6 mois, vu le nombre de patients traités aux urgences, il n'y aura pas un médecin qui se trompera parce qu'on est à droit de propriété privée,
sur la dose de radiation qu'il faut mettre lorsqu'on irradie les cancéreux, et ainsi de suite. Enfin, soyons sérieux, s'il vous plaît. Ne dites pas n'importe quoi. C'est parce que certains de nos amis disent n'importe quoi dans leurs excès que cela fait tomber tout le reste qui pourtant est souvent solide et souvent de l'analyse économique de premier ordre. Et l'analyse de premier ordre, économique de premier ordre, c'est pas n'importe quoi. C'est celle qui décrit le plus correctement la réalité. Je reviens à ce que je vous dis, ne perdez pas de vue, s'il vous plaît, nos bandits nomades et nos bandits sédentaires. Les hommes de l'État, je ne les aime pas. Pourquoi? Parce qu'ils volent le fruit de mon travail. Mais monsieur, c'est pour faire des services publics. Vous vous souvenez, on en était là. C'est pour faire des biens publics dont vous dites vous-même que certains sont de qualité. Ok. Et alors, un vol reste un vol. Me prendre par la violence. La preuve, s'il n'y avait pas cette violence, ce n'est pas spontanément, même pour avoir des biens publics, que je porterai mon obol, joyeux comme le joyeux tyrolien, 3 fois par an. Ah, enfin, Rimontière, ouais, c'est super. Je vais être plus light, je vais me délester. Oh, mon contrôleur, comme je vous aime. Voilà un petit chèque de 12 000 euros. Oh, comme c'est bien. Avec ça, j'aurais pu payer une voiture, oh, je m'en fous. J'aurais pu payer 10 jours à l'hôtel de Paris à Monte-Carlo, je m'en fous. J'aime tellement plus payer l'impôt. Vous voyez que c'est important ce que je vous dis? C'est que si on ne nous forçait pas, par la violence, personne, spontanément, même en sachant qu'il y a des biens publics au bout, personne ne payerait l'impôt. L'impôt est une violence. Ah oui, seulement, comme je sais que je dois la subir, est-ce que je préfère la razzia en une fois et totalement, ou est-ce que je suis prêt à passer des compromis avec ceux qui représentent l'État et qui, ayant le monopole de la violence, pourraient dans le pire des cas tout me prendre? Mais comme ils ne sont pas idiots, ils savent que si ils me prenaient tout, je ne me prends pas de profil, c'est pas mon meilleur profil. C'est important, attends, je n'ai pas renoncé totalement quand même à conclure sur des malentendus. Donc s'il te plaît, de face pour les photos qu'ensuite tu mets sur Students for Liberty. Je reviens à ce que je vous disais, s'il vous plaît, ne le perdez pas de vue. Je suis en train de vous dire que le spoliateur a le monopole de la production du droit et le monopole de la violence légale. En clair, pourrait-il me prendre 100%? Oui. Pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il est humain. Vous vous foutez de moi? Homme de l'État, de l'humanité. Vous voulez quelques exemples? Je vais citer uniquement des hommes de l'État. Uniquement des hommes de l'État au sens de ce mot. Alexandre Laurent, Néron, Caligula, Commode, Adolf Hitler, Mao Tse-tung, Staline, Lénine, Mengistu, Franco. Vous voulez que je continue la liste? C'est quoi, c'est le marché? Ce sont des individus privés? Ou c'était des chefs de l'État? C'est pas parce qu'ils m'aiment, c'est parce que le spoliateur sait que s'il fait la razzia totale, il assèche immédiatement la récolte de l'an prochain. Le big deal, c'est le suivant. Pourquoi nous préférons les bandits sédentaires, c'est-à-dire ceux qui vivent parmi nous, aux bandits nomades? C'est très simple. C'est que dans le pire des cas, je peux être spolié de 100%. Dans le meilleur des cas, je suis spolié de 0%. Et si je suis spolié de 0%, je n'ai aucun bien public en face. Protection, hôpital, dans l'État-providence, éducation, éclairage, train, éolienne, repas gratuits, et je ne sais pas trop quoi. Et assurance chômage. Donc, l'homme de l'État, il souhaiterait quoi? Prélever 100%. S'il prélève 100%, il désincite totalement les agents économiques, les individus à produire. Il n'y aura donc plus d'assiette fiscale l'année suivante. Mauvais calcul pour l'homme de l'État. Nous voulons être spoliés de 0. Mais nous savons, 1, que face à la violence des hommes de l'État qui ont le monopole de la production du droit et le monopole de la violence égale, ça ne sera pas possible. Et 2, nous aimons les biens publics, nous aimons les subventions, nous aimons les allocations, nous aimons être assistés.
Ça donne pas des hommes libres, hein? Mais moi, je ne suis pas en train de vous décrire le monde rêvé, l'état de l'univers parfait. J'essaie d'expliquer ce qui se passe en un moment donné et de comprendre pourquoi ça se passe de cette façon. Nous passons donc à un big deal, c'est-à-dire un compromis qui fait que nous ne choisissons pas la meilleure solution, mais la moins mauvaise. Et les hommes de l'État ne choisissent pas la solution optimale, celle qui est vraiment leur péril, mais choisissent pour eux aussi celle qui provoque le moins de désutilité. C'est quoi le big deal? C'est pas des prélèvements obligatoires à 70% du PIB, tout le monde fout le camp. Du reste, ces hommes de l'État viennent de le comprendre, ça commence, et je suis prêt à parier, elle sera lente, difficile, douloureuse, elle fera crier, elle sera modeste, mais il va y avoir une petite désescalade fiscale, puisque les hommes de l'État viennent exactement de franchir, depuis cette année, le point au-delà duquel les autos tuent les totos. C'était le doyen Trotabat, il part sur l'affaire. C'est le doyen Trotabat qui, dans cet amphithéâtre, l'amphithéâtre administratif, ici, avant de devenir le doyen de Nice qui dépendait d'Aix, a écrit cette phrase « Les autos tuent les totos ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2013, pour la première fois, les recettes fiscales ont été inférieures à l'année précédente. C'est la première fois depuis 1946. Alors que les taux ont augmenté de façon importante. Donc l'État vient de franchir le pacte de compétitivité. Hollande aime les entreprises. Il a eu son chemin de Damas. Saint-Paul, c'était à cheval. L'autre, c'est en scooter quand il va voir la gueuse. Il met son casque et il a eu le chemin de Damas. Mais tout d'un coup, il a eu la révélation, il faut un pacte de compétitivité pour les entreprises. Mais vous n'êtes pas des gens sérieux, permettez-moi de vous le dire. Monsieur Hollande, qui est un homme remarquablement intelligent, vient de comprendre qu'il vient de dépasser, mais il faut essayer. Les hommes de l'État essayent d'aller toujours plus loin. Vous avez encore une petite goutte de sang là. Regardez, je peux la prendre. Attendez, là vous m'avez pris vraiment la dernière. Maintenant c'est fini. Au revoir, je vais porter mon travail à Bruxelles. Où Gary Becker, je fais un arbitrage en faveur du loisir et au détriment du travail. Il y a des logiciels qui sont d'une perfection pour les dentistes, les architectes, les avocats et ainsi de suite, et qui leur expliquent le jour de la semaine où ils doivent s'arrêter. À Marseille, désormais, ce n'est pas des anecdotes du Père Castor, il y a nettement plus de 50 dentistes aujourd'hui à Marseille qui travaillent 3 jours par semaine, point final. À partir d'un certain seuil, je donne tout à l'État en cotisation sociale et je rentre dans des tranches. Je sais que M. Piketty dit que l'IRPP n'est pas progressif, mais je rentre dans des tranches entre ça et les cotises. Je donne, pas tout, c'est pas vrai, on dit des imbécilités, je donne 70% à l'État. Cet effort marginal est pris à 70%, je vais faire du golf, je cours la gueuse, j'écoute Ayam, des gustibus non est dispenditum, selon vos choix et vos goûts, vous arbitrez pour du loisir, contre du travail supplémentaire qui ne vous rapporte pas rien, mais presque rien. Ça, c'est la première piste, elle est capitale. Je la résume, s'il vous plaît, quand à la fin de l'été, et que vous aurez tout oublié de ce soir, vous aurez peut-être retenu quelques phrases. La première, c'est que nous préférons les bandits qui vivent au milieu de nous, parce que nous passons des deals avec eux. Qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie de la façon dont tu me spolies? Tu me prends pas tout? Allez, on top. On est prêt à marcher dans ces conditions. Tu me donnes quoi en contrepartie? On passe contrat. Il y a une sorte de contrat social, effectivement, mais pas au sens de Rousseau, qui se passe entre l'acceptation. Voilà pourquoi on ne se révolte pas. Parce qu'on sait qu'on pourrait avoir des bandits nomades qui arriveraient, et eux, pas de quartier. Même s'ils assècheraient immédiatement la masse fiscale et qu'ils n'auraient pas de deuxième radial. Eux, ils sont prêts à nous tuer, à nous voler tout ce que nous avons. Les bandits sont plus ou moins violents. Première piste, il y a clairement un big deal dans la tribu qui se passe. On n'est pas content qu'eux, mais on a échappé à 100% de prélèvements obligatoires. Les hommes de l'État auraient bien voulu,
nous prendre 80% de tout ce qu'on gagne. Mais à 80%, on ne bosse plus. Donc l'année d'après, il n'y a plus rien à prendre. Donc ils disent, le taux maximal sera de X. Et nous passons ce compromis. Deuxième piste, ce sont les stratégies mises en œuvre. Pardonnez-moi, je veux respecter le temps maximal prévu. Merci de bien vous concentrer parce que je vais un tout petit peu évidemment accélérer. Les stratégies des bureaucrates. Deuxième piste qui fait que la révolte fiscale ne se produira pas. Je prétends ici, au rebours de beaucoup de mes collègues, que les stratégies des bureaucrates sont de très bon niveau. Et je pense que j'ai peut-être trouvé une piste pas inintéressante. Il était temps à mon âge. J'ai beaucoup cherché, mais je n'ai jamais rien trouvé. Mais là, j'ai peut-être trouvé quelque chose sur la stratégie des bureaucrates. Le professeur Pascal Salin, Camille vous l'a dit tout à l'heure, est à certains égards le plus grand économiste français, en tout cas le plus connu au monde. Il a bien voulu préfacer ce petit ouvrage, et il écrit qu'à sa stupéfaction, il vient de découvrir, mais il a été convaincu, que les bureaucrates mettent en œuvre des stratégies d'une extraordinaire finesse, d'une remarquable efficacité, afin de nous dépouiller jusqu'au point, non pas où quand même on leur dit merci, mais, je reprends la phrase de Colbert, page 59, elle est connue, en même temps je m'aperçois que tous les étudiants la connaissent pas. Colbert a écrit « L'art de l'imposition ». L'art de l'imposition consiste à plumer noir pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de crimes. On a oublié cette phrase de Colbert. Dans l'hostilité des libéraux, hostilité que je partage largement aux hommes de l'État, cette hostilité amène certains de mes collègues à dire des bêtises. Tous les fonctionnaires sont idiots, les fonctionnaires foutent rien, les hommes de l'État sont des imbéciles, que sais-je encore. Vous ne direz pas depuis 2500 ans, l'État et l'Église ne peuvent pas être dirigés par des imbéciles, sinon ils seraient morts depuis longtemps. Or, les hommes de l'État sont tous complices, ça fait aucun doute. Le lien existe entre Néron et Madame Merkel. Évidemment que ce n'est pas la même violence. J'ai pris deux exemples où l'un est un fou furieux et l'autre est une femme parfaitement raisonnable. Ils exercent cependant le même métier. Distributeurs de services publics. Non, non. Ils sont d'abord du côté de ceux qui vivent du travail des autres. Deux façons de vivre pour un être humain, dit Rosbard. Soit je vis de l'argent du service que je rends à l'autre, soit je vis de l'argent de l'impôt. Et l'argent de l'impôt, il est pris par la violence. Et je fais exprès de répéter. Mais cette violence, monsieur, a pour contrepartie des biens publics dont vous-même vous dites que certains sont de bonne qualité. Oui, je le confirme. Et alors, un vol est un vol. Il y a même, figurez-vous, des guerres saintes. Il y a même des guerres justes. Le concept de guerre juste de saint Thomas jusqu'à nos jours. Oui, oui, il y a eu des guerres justes. Il y a eu des tribus qui se sont défendues justement contre des agresseurs. Et alors, une violence est toujours une violence. La guerre sera toujours la guerre. Puisque spontanément, je ne donnerai pas 30% de la totalité de mon revenu. Si on me prend 30%, ça s'appelle une violence qui me traumatise. Et les gens qui payent beaucoup d'impôts sont détraumatisés. Comme je ne suis pas traumatisé, ça veut dire que je ne paye pas beaucoup d'impôts. Ça, c'était le sketch des fonctionnaires qui se plaignent de leur traitement ridicule, et ainsi de suite. Comme si les profs à la fac de droit, nous avions à nous plaindre de quoi que ce soit. Certes, nous sommes mal payés, mais les étudiants de la fac de droit sont esthétiquement Pareto optimales. Elles sont les plus belles de toutes les disciplines. Ça ne fait aucun doute. Je m'excuse auprès de vos camarades littéraires et historiens qui nous font le plaisir, et je le pense, de venir ce soir dans cet amphi, ce qui montre que les choses quand même s'améliorent grandement. On m'aurait dit il y a 5 ans, un historien vient dans un amphi de la fac de droit. J'ai même su que des juristes allaient voir des pièces de théâtre contemporaines et avancées sur des drames sociaux au théâtre Antoine Vitesse. Donc vous voyez que le monde bouge. Les juristes passent
casse le mur de Berlin et les historiens viennent chez nous partager quelques réflexions et quelques instants. Ces stratégies, je vais simplement les citer. Mais pas parce que le temps passe, elles sont tellement évidentes que je risque de vous lasser en insistant. Au-delà d'arrangements individuels de nature micro, je vais trop vite, au-delà d'arrangements individuels de nature microéconomique, fraude, évasion fiscale. Au-delà d'arrangements de nature macroéconomique, mesures pour toute une catégorie, niche fiscale, monopole, que sais-je encore. Les hommes de l'État, les bureaucrates n'est pas péjoratif, hein, kratos, le pouvoir des bureaux. Les hommes de l'État mettent en œuvre des stratégies qui sont très fines. La première, c'est l'illusion fiscale. C'est vieux comme Puviani, c'est-à-dire un économiste italien spécialisé en finances publiques. Nous sommes au XIXe siècle. C'est une vieille affaire extrêmement connue. L'illusion fiscale, c'est le fait d'être victime d'illusions, aurait dit M. de la Palisse. Je vous donne quelques exemples pour aller plus vite. Je reprends mes notes, je vous donne quelques procédés indolores, anesthésiants, mais efficaces. Prélever à la source. On en parle beaucoup en ce moment. Si on prélève à la source, vous souffrez autant que si vous payez 10 000 € par tiers. C'est terrible le tiers. C'est pour ça que les hommes de l'État veulent qu'on se mensualise. Parce que par mois, c'est plus soft. 12 000 € par an. Certains de vos parents y sont, rassurez-vous. Ou ne vous rassurez pas. 3 fois dans l'année, un chèque ou un virement de 4 000 ou un RIB, 4 000 €. Oh, les hommes de l'État, ils tapent quoi dans ce string. Bref, je finis comme les Claudettes. Les énormes de François, c'était les Claudettes. Elles ne dépensaient pas beaucoup de textile. C'était un bonheur. On finit en string à 4 000 € 3 fois par an. 1 000 € par mois, je sais que étudiant, ça vous semble des fortunes. Un jour vous serez très vieux, près de l'âtre, et ainsi de suite, et vous gagnerez correctement votre vie. Je le souhaite, et je le souhaite sincèrement. Vous verrez que c'est pas dément. Oh, 1 000 € par mois, je dis pas ça va, ça vient, ça s'en va et ça revient. C'est la soirée que en soit. Mais, bien, ce ne sont pas des petites choses populaires. 1 000 €, je le vois bien sûr, c'est pas dément. Ah, il faut que je fasse un chèque de 4 000 €, salopard de percepteur, je le tuerai ce type. Voilà à peu près ce que disent les gens la veille du tiers. Hein. La veille du tiers, il y a des meurtres potentiels en grand nombre. Prélever à la source, utiliser des taxes indirectes plutôt que directes. La TVA, quelle invention. Mon Dieu, comme nos révolutionnaires que j'aime pas, par ailleurs, bondirait en voyant eux qui disaient, c'était une des grandes formules de Danton, l'impôt doit être dolore, disait Danton. Il faut qu'il fasse mal, pour qu'on se souvienne que c'est de l'argent pris violemment, reconnaissez Danton, mais afin de la défense, la sécurité, la diplomatie, la justice, la police, et ainsi de suite. Il disait que l'impôt doit être dolore, la TVA. Pauvres gens qui se réjouissent. Je m'en fous, moi ce sont les riches qui payent pour moi. Pauvre imbécile. Chaque fois que tu prends un petit pain de beurre, que tu t'achètes un orangina et que tu as la bonne idée d'acheter Théorie de la révolte fiscale, parce que bon, sur le plan marketing, vous payez de la TVA. Quel piège fantastique. Prélever à la source, utiliser des taxes indirectes, je lis mon bouquin un instant s'il vous plaît, favoriser l'inflation, pour qu'on l'appelle l'impôt d'inflation. Parce que c'est pas bon trop en réalité. Emprunter de manière à reporter dans le temps la taxation nécessaire. J'emprunte comme ça, je reporte sur vos générations
La taxation. Les étudiants ici en écho, le fameux effet Ricardo Barro, l'effet d'équivalence ricardienne. Taxer les dons et le luxe, l'effet Veblen. Taxer de manière urgente ou temporaire. Ça, c'est génial. La RDS. La RDS est une caisse théoriquement provisoire. Je serai mort depuis très longtemps, mais vous approcherez, il y aura encore la RDS. Je rappelle à l'aimable assistance qui ne le sait pas que la CSG était un impôt temporaire. Il date de M. Rocard à Matignon, 1989, et M. Rocard s'était engagé devant le Parlement à ce que la CSG ne dépasse jamais le taux de 2%. Croix de bois, croix de fer, si je meurs, je vais en enfer. Vous voyez où est la CSG aujourd'hui. Enfin, vous ne le voyez pas, les étudiants, mais vous le verrez. L'illusion fiscale. Deuxième stratégie mise en œuvre dans les stratégies intelligentes. J'accélère, s'il vous plaît. Merci d'être attentif pour justement qu'on aille relativement vite. Mais je veux vous dire ces choses-là. La pédagogie républicaine de l'impôt. Ceux qui me feront le plaisir de lire ce petit ouvrage verront, page 63 et suivant, des citations absolument inouïes. Inouïes. Sous la Troisième République, les cours sur l'impôt faisaient partie des cours de morale et étaient donnés chaque matin aux primaires. J'ai mis des citations hallucinantes. Les élèves des cours primaires reçoivent à partir de 1882 des leçons sur les vertus de l'impôt et rédigent des exercices sur le sujet. Et c'est à ce moment-là que le mot devoir fiscal s'impose. Devoir fiscal. Devoir de tout citoyen, etc. Ces propos ne sont pas de moi, hein. C'est de Lalande et d'autres auteurs de Sciences Po Paris, qui ne sont pas spécialement des libéraux, et qui ont consacré des travaux très importants à ce qu'on appelle la pédagogie républicaine de l'impôt. Deuxième stratégie, c'est moi qui suis méchant si je dis que l'impôt est un vol. Je suis un méchant extrémiste. Du reste, je défends les riches si j'attaque l'impôt. Je défends ceux qui ont déjà quelque chose. Pire, je me situe du côté des minarchistes, l'État minimum. Encore un effort, camarades. Et je vais dire que la politique Reagan n'a pas été entièrement négative et que Mme Thatcher n'a pas fait que des bêtises, vous vous rendez compte? Là, véritablement, je sors de la société. Je suis exclu du mainstream, ce qu'on appelle en économie comme ailleurs, le courant dominant, le mainstream. Dire des choses de ce genre, ça vous sort du mainstream. Je m'en rends compte, hein, bien sûr. Peut-être moins devant des étudiants de cette maison, certes. Je peux vous dire, merci messieurs, je peux vous dire que devant certains auditoires, je me fais quasiment lyncher. Si vous croyez que j'exagère, ce n'est pas les anecdotes du père Castor. Assise de la sécurité sociale, il y a une vingtaine d'années, j'ai commencé à dire des choses, mais alors, minimaliste, parce que je savais. Au CNIC, devant 3000 personnes, il y avait des bureaucrates, l'École nationale de la sécurité sociale de Rennes, il y avait tout ce qui comptait, la ministre de la Santé, la ministre à l'époque de la Santé, etc. J'ai commencé à dire 2-3 choses sur notre système d'assurance maladie. La foule a pris parti de telle façon que je n'ai pas pu continuer mon propos. Je n'ai pas pu continuer mon propos. Des propos que je vous tiens ce soir peuvent l'être dans une maison comme celle-ci. Dans d'autres assemblées, je me fais lyncher. Alors, selon les demoiselles qui me lynchent, ça peut devenir un bonheur. Mais nous ne sommes plus sur le même terrain à l'instant, je le reconnais. Troisième stratégie des bureaucrates. Merci de faire encore un tout petit effort de quelques minutes. Et je termine. Une troisième stratégie, c'est très intelligent, ce sont des raisons juridiques. La complexité inouïe de la loi fiscale. Le fait qu'elle est inintelligible. Le fait qu'elle soit instable nous décourage de porter le fer contre l'État quand il prélève près de la moitié
de la richesse nationale. Mieux, ce chiffre ne vous heurte quasiment plus, ce qui est dramatique. Vous êtes déjà complètement intoxiqué. Si le fait de prélever près de 50% des prélèvements obligatoires en pourcentage du PIB est quelque chose que vous trouvez à peu près normal, les hommes de l'État ont donc réussi peut-être, hein, qui confirment exactement ce que j'essaye de vous expliquer. Si vous trouvez standard une taxe à 75%, si vous trouvez que prélever presque la moitié du fruit du travail des Français est quelque chose finalement qui peut parfaitement se justifier, eh bien c'est moi qui ai raison. Les hommes de l'État ont réussi, entre autres, une œuvre de persuasion pédagogique, en particulier dans les facultés de droit, à coup de cours de droit public, c'est-à-dire mes collègues fanatiques de l'État. Un bon petit cours de constit, strative deuxième année, finances publiques, vous êtes devenus des petits robots. Vous n'avez même plus le droit d'imaginer que les hommes de l'État sont des violents, ou que peut-être ils ne nous prennent pas du tout parce qu'ils nous aiment, ce qu'on a dit tout à l'heure, mais parce qu'ils veulent encore pouvoir radier l'année qui suit, sinon on n'aurait plus rien à prendre, et ainsi de suite. Plus la loi fiscale est complexe, plus elle est inintelligible, plus elle est instable, et moins j'ai envie de m'attaquer à un géant, à un Moloch. Oh, c'est dans les mots que vous vous dites à vos âges. Moi, le fisc, je lui réglerai son compte. Attaquez-vous au fisc, et vous allez voir si ça ne peut pas mener stricto sensu, pas pour donner du spectaculaire à ce que je vous dis, si ça ne peut pas mener stricto sensu au suicide. Il y a des gens qui, après 20 ans de contentieux avec le fisc, ont préféré en finir. Et c'est la quatrième stratégie, celle qu'un ancien inspecteur général des impôts, un des plus hauts gradés, Robert Mathieu, vous aurez la source dans le petit ouvrage. Mathieu a quitté ensuite le Trésor. Robert Mathieu, le racket fiscal Albin Michel 1990 dans le labyrinthe fiscal Albin Michel 2009. C'est un ancien très haut gradé du Trésor et qui a tout dévoilé, y compris à Clermont-Ferrand, à l'École nationale des finances publiques, comment on apprend à harceler le contribuable, comment il ne faut jamais attaquer des contribuables d'une immense envergure, parce qu'on va avoir en face, pendant 15 ans, des avocats d'affaires, et qu'on va finir peut-être par perdre. Comment donc il faut attaquer le contribuable moyen? Comment il faut s'y prendre? Il y a des jeux de rôle. Vous avez toutes les citations dans cet ouvrage, les citations les plus croustillantes du bouquin de Robert Mathieu, qui jusqu'à nouvel ordre n'a pas été attaqué en diffamation par son ancienne administration, et qui explique qu'à l'École nationale des impôts à Clermont-Ferrand, on organise des séances, des jeux de rôle pendant un semestre entier, comment harceler le contribuable, et je cite Mathieu, mais je cite le cours, hein, car il donne des extraits du cours, car il a donné le cours en question. C'est après qu'il s'est repenti et qu'il s'est dit, c'est pas très bien quand même ce que je fais. Donc on apprend aux élèves inspecteurs à harceler le contribuable. C'est ce que j'appelle la violence fiscale. Vous additionnez, s'il vous plaît, encore un tout petit peu de patience, vous additionnez l'illusion fiscale. Oh, moi je ne paye pas beaucoup d'impôts. J'oublie la TVA. La pédagogie républicaine de l'impôt. Les raisons de complexité et d'instabilité, la violence fiscale. Et vous allez voir si les bureaucrates savent s'y prendre pour émousser notre envie de nous révolter et savoir s'y prendre pour obtenir ce que j'appelle la soumission fiscale. Troisième piste, s'il vous plaît, très rapidement et pas parce que l'heure passe. Les pots de vin. Ben, les pots de vin, c'est très simple. Certes, je paye des impôts, mais moi, je suis fonctionnaire. J'ai quand même l'emploi, mais c'est pas si mal par les temps qui courent, peut jouer les autres. Et puis ma retraite, si j'y arrive. Ma retraite, les retraites par répartition sont en grave danger, et celle des fonctionnaires. Je serai payé jusqu'à votre dernière goutte de sang. Et je vous demande de me croire, les hommes de l'État sont capables de faire tirer Clémenceau, ministre de l'Intérieur 1906-1909. Il n'a pas hésité à faire tirer. D'accord? On tire sur les révoltés fiscaux.
On les abat dans la rue comme des chiens. Ma retraite, je l'aurai jusqu'au bout. Et pourquoi? Parce que vous payez vos cotises, monsieur. Vous rigolez, dans un système par répartition, 100% des retraites des fonctionnaires sont le fruit de l'impôt. Et l'impôt, j'imposerai la violence pour qu'on vous prenne à vous de l'impôt. Je vous remercie d'avance de payer vos cotises. Et vous les payerez. Et ne vous amusez pas à vous exiler. Hein. Ça c'est pas sympa pour votre vieux prof. Préférez. Donc, je paye beaucoup d'impôts. Je ne vous raconte pas ma vie. Est-ce que je paye beaucoup d'impôts? Oui, je paye beaucoup d'impôts. Oui, les profs de fac de droit gagnent bien leur vie quand ils ont des consultes, c'est-à-dire quand ils ne sont pas trop bêtes. Est-ce que je paye beaucoup d'impôts? Et je dis bien beaucoup. Oui, je paye beaucoup d'impôts. Mais quand même, emploi assuré à vie, retraite assurée à vie, et paye mensuel, somme toute, pas extraordinaire, mais correct. Et l'étudiant se dit, mes parents payent beaucoup d'impôts, mais quand même, je récupère parce que les études à la faculté sont gratuites, c'est-à-dire sont payées par d'autres. There is no free lunch, écrit le prix Nobel Milton Friedman. Et l'autre, l'autre, il a eu 4 ans de chômage, le pauvre, dans sa carrière. Il a eu 2 ans d'allocation chômage, enfin 26 mois, et puis il est passé au RSA. J'ai payé beaucoup d'impôts, mais quand même, j'ai récupéré. Bastia, 1842. Et ce sera un bon tour à jouer aux hommes de l'État que de feindre une maladie. C'est vrai, je paye beaucoup de cotises, mais cette année, quand même, j'ai fait mes 3 semaines réglementaires d'arrêt de travail. C'est vrai, je fais ceci, mais j'ai eu telle alloc, telle bourse, telle subvention. C'est vrai, je ne gagne pas formidablement ma vie, mais quand même, je suis intérimaire dans le spectacle vivant, dit de rue. Les crassos, vous savez qui sont. Et j'ai un régime qui me défend vaillamment, avec une audace. C'est fantastique à faire des intermittents du spectacle. Je dis bien fantastique. De Neuve ou de Pardieu, et puis Émargé ou Emmanuel Béard, et puis émarger aux intermittents du spectacle, c'est fantastique. D'accord, moi je suis qu'un pauvre petit intermittent et j'ai pas dit qu'ils gagnent des fortunes. Mais ils ont quand même un régime un peu particulier. D'accord, je fais ceci, mais j'obtiens cela en face. Et chacun de se dire, moi j'ai une petite niche fiscale, les pilotes d'Air France. Oh, les pilotes d'Air France, ils sont juste un tout petit truc sur leur feuille de paye qui n'est pas négligeable, qui plus est. Avant de commencer, vous sortez 30%. Les pilotes de ligne sortent 30% sur l'assiette fiscale de base avant les 2 autres possibilités de réduire ses impôts légalement. Les fabricants de... et ainsi de suite. Je passe, ça nous mènerait loin, et Rémi de loin me fait signe qu'on est presque au bout. Les pots de vin, les pots de vin, ça veut dire que pas un Français. Et vraiment, le type qui touche rien, il n'a pas eu de gosse, il n'a pas les allocs, etc. Oui, mais il travaille chez EDF. Donc il vit d'un monopole, avec l'emploi à vie. Il n'y a pas un Français qui ne se dit pas « D'accord, éventuellement je paye beaucoup d'impôts, mais quand même, j'ai eu 6 enfants, pas moi. Enfin, peut-être avec les illégitimes, mais bien, j'ai eu 3 enfants, moi j'en ai eu 3. J'ai quand même touché les allocs. Alors que par ailleurs, comme économiste, je trouve parfaitement absurde quelle est la raison scientifique pour laquelle quelqu'un qui s'est donné le plaisir d'avoir un enfant, ou l'emmerdement d'avoir un enfant, devrait recevoir des sous capturés par la violence sur les autres. Les allocations familiales acceptées par tout le monde, ce qui vous montre à quel point vous êtes anesthésié, depuis les travaux du professeur Le Ménissier, tout individu qui s'est raisonné en économie sait parfaitement que les allocations familiales sont dans leur principe même un scandale absolu. De quelle est la raison? Quelle est la raison pour laquelle ceux qui ont des enfants devraient capturer sur ceux qui n'ont pas d'enfants parce que ça assure la continuité des générations en France. Allez, s'il vous plaît,
On est dans une conférence sérieuse, je l'espère. On ne va pas commencer avec des slogans dits des hommes de l'État. Quatrième et avant-dernier point, je vous en ai parlé, j'ai presque fini. Je rassure Rémi, des biens publics de qualité. Je vous l'ai dit. Je persiste et je cite. Mais monsieur a un coût exorbitant. Comment vous pouvez le savoir? Monsieur, j'ai lu que, avant qu'un marché n'ait fonctionné, je suis ici à une chaire de faculté, je suis un économiste professionnel. Comment je peux enseigner en même temps la phrase suivante à des générations d'étudiants? Avant qu'un marché n'ait fonctionné librement, je ne peux pas connaître le prix qui va émerger et dire la SNCF est horriblement chère. Je ne le sais pas. Elle l'est peut-être, hein? Attention à tout ce que je dis. Elle l'est peut-être. Tant que la SNCF n'est pas en concurrence, je ne sais pas si c'est un bon transporteur de train ou un transporteur scandaleux. Tant que DF n'a pas de concurrent, je ne sais pas si je me fais arnaquer. Tant que... Alors, bien sûr que j'ai quelques indices, hein? France Télécom était en situation de monopole. France Télécom est passée en situation de concurrence. Les prix se sont effondrés. À la seconde même, vos parents l'ont vécu, à la seconde même, France Télécom tarifé, je vous dis en francs, non, je vous le dis en euros, en francs, ça vous dira plus rien. L'abonnement France Télécom était de 39 € par mois. Même si vous passiez 0 appel. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans le filaient. D'accord? J'ai reçu pendant 30 ans, avant le mobile, 30 ans des notes de téléphone. C'était 39 € l'abonnement. Et France Télécom expliquait dans des pages entières de publicité, dont je me souviens, que j'ai découpé dans Le Monde et dans Le Figaro, que s'il n'y avait pas le prix de l'abonnement, l'entreprise allait s'écrouler, n'allait plus faire les investissements, qui fait que la France n'aurait plus le premier réseau de téléphone au monde, et ainsi de suite. Parce qu'on osait leur dire, les économistes, que dans des pays où il y avait la concurrence, comme le Canada par exemple, déjà dans les télécoms, les opérateurs ne prenaient 0 comme abonnement. Et ils arrivaient à vivre avec les coûts de téléphone, tout simplement des gens. Donc peut-être que si les monopoles sont abolis, les prix vont baisser. Mais tant qu'un marché n'a pas fonctionné, je ne le sais pas. Ce par contre que je conteste et que je redis ici presque solennellement, c'est que le fait de dire que tous les biens publics, c'est bien plus large que le service public, mais un peu différent en économie, que tous les biens publics sont d'une qualité exécrable est une sottise. Je me rebelle ici et maintenant dans l'amphi Mistral et à cette heure-ci contre des gens qui disent les hôpitaux français sont un dépotoir immonde. Pour des raisons personnelles bien douloureuses, toute jeune femme, j'ai assez fréquenté les hôpitaux pour vous dire que les hôpitaux français sont d'une qualité exceptionnelle, avec un personnel d'un dévouement inouï. Nos services d'urgence sont parmi les meilleurs du monde. Nos bataillons de marins-pompiers ou à Paris les sapeurs-pompiers sont remarquables. Un certain nombre d'établissements d'éducation sont remarquables, un certain nombre d'établissements d'éducation sont lamentables. Du TGV aux centrales nucléaires, monsieur, à des coûts exorbitants, et en plus les Français n'ont pas choisi le nucléaire. Je suis d'accord avec tout ça, c'est une autre conférence dans une autre vie, et ce n'est pas une formule. C'est une autre conférence dans une autre vie. Ceci étant dit, que vous osiez dire que le parc nucléaire français n'est pas le premier du monde, ça va vous disqualifier, jeunes gens. Tout le monde va rire, en dehors des idéologues. Parce que si vous avez en face de vous des ingénieurs, y compris des ingénieurs aéronautiques ou des ingénieurs dans les bouteilles, et que vous leur dites le parc nucléaire français n'est pas le premier du monde, ils vont se mettre à rire. Le monde entier nous rachète. Ou le Rafale a du mal à se vendre parce qu'il est cher. Est-ce que c'est l'avion multimission le meilleur du monde? Oui, bien sûr. Alors, je reconnais que Dassault est une entreprise privée, mais qui travaille pour le Rafale sous la direction de la Direction Générale de l'Armement. Peut-être que c'est bien public à des coûts exorbitants. Et surtout, c'est là où il y a la vraie question. Est-ce que les hommes de l'État devraient éduquer, soigner,
nous protéger, nous transporter, nous éclairer, produire la monnaie. Ah, ça, mesdemoiselles, messieurs, c'est une autre question. Vous êtes en train de vous tromper de question. La question des missions et de l'attribution des missions de l'État n'est pas la même question que lorsque l'État produit. Est-ce qu'il produit cher? Peut-être. Pourquoi, monsieur, peut-être? Parce que, je le répète malgré l'heure, tant qu'un marché n'a pas fonctionné, nous ne savons pas le prix qui va émerger. Intuitivement, on constate plutôt que lorsqu'il y a concurrence, les produits se multiplient, la qualité s'améliore, les prix baissent. C'est une constatation universelle, pas unanime. Universelle. Donc la concurrence donne de meilleurs résultats, semble-t-il, que le monopole. Dire que tous les biens publics sont médiocres est une sottise. Donc, en contrepartie de nos impôts, les gens disent quoi? Pas les profs, les gens réels. Les profs, ce n'est pas des gens réels. Les gens disent quoi? Ben quand même, en France, tenez, un dernier exemple. Nos routes. Le système routier français. Les autoroutes sont aujourd'hui concédées, d'accord. Nos départementales, nos communales, nos chemins vicinaux. Allez aux States et vous allez voir l'état des routes. Et vous allez voir si nous n'avons pas le premier réseau routier du monde. Les eaux et forêts. L'entretien de nos forêts en France. Remarquable. Alors, monsieur, vous aimez l'État. Attendez. Dire que des services publics sont d'une certaine qualité, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que c'est le moins qu'on puisse attendre. Parce que quand les prélèvements obligatoires tangentent 50% du PIB du 5e pays du monde, si en contrepartie, on n'avait pas quand même quelques lycées d'excellence, quelques hôpitaux remarquables, 3 routes et 2 pylônes d'électricité, ce serait extraordinaire. Mais vous voyez comment on confond tous les problèmes quand on va trop vite? L'État fait n'importe quoi. Non, l'État ne fait pas n'importe quoi. Est-ce qu'il produit un coût exorbitant? C'est possible. Et est-ce que nous prendre pour nous donner en face ce qu'il nous donne, près de 50% du PIB du 5e pays du monde, c'est pas un peu beaucoup? Si le marché fonctionnait sur toutes ces activités, sous question, autre conférence un autre soir, est-ce que le marché peut fonctionner en matière de défense, de sécurité, et ainsi de suite? Et enfin, j'ai fini, la 5e et dernière piste qui montre pourquoi la révolte fiscale n'aura pas lieu, c'est ce que nous apprend la théorie du public choice. J'ai vraiment terminé en 2 phrases, et vous allez voir si je vais y arriver. Enfin, j'ai pas dit quelle était la longueur des phrases. Qu'est-ce que nous dit la théorie du public choice? Que les coalitions économes ont un intérêt à se coaliser moins puissant que les coalitions dépensières. Pardon, et vraiment, pardon pour les étudiants d'éco, c'est premier semestre, première année. Qu'est-ce que c'est une coalition économe? J'en ai marre de cette dépense scandaleuse, vraiment, qui n'est pas justifiée. Et donc, si c'est une dépense, en contrepartie, il y aura de l'impôt. Donc, je veux que cette dépense n'ait pas lieu. Donc, que cet impôt ne soit pas levé. Très bien. Comment je fais pour faire apporter la mesure? Très, très, très vite. Je me réunis, je fonde l'association contre la dépense par le Conseil général du Vaucluse d'une dotation de 50 000 € par producteur de melon de Cavaillon. D'accord? Je prends un avocat. Je défile 4 après-midi dans les rues. 4 samedis. Pendant ces 4 samedis, ça s'appelle le coût d'opportunité en économie. J'aurais pu faire 1000 autres choses que je ne fais pas puisque je défile. Et finalement, en menaçant de ne pas voter pour le conseiller général, j'obtiens que cette mesure soit rapportée. Et bien maintenant, cette mesure rapportée, quand vous la calculez par contribuable, même les mesures importantes qui économiseraient telle dépense en impôt, enfin tel impôt, pour nourrir une dépense égale quelques euros par contribuable,
Les coalitions économes sont dispersées. Donc, rationnellement, je dis bien, il est rationnel de ne pas perdre tout ce que je viens de vous dire. 4 samedis, un coloco en moins, 12 €. 4 samedis, une assoce, un avocat. J'ai distribué des tracts. Ça ne me plaît pas éventuellement, même si j'espère que cette mesure sera rapportée. Et je vais gagner combien? 12 € ou 15 €. Rationnellement, je ne le fais pas. Et maintenant, on prend l'autre versant. Et l'autre versant, ce sont les producteurs de melons de Cavaillon. Ils doivent être à peu près 200. Ils mettent des tracteurs sur les routes. Ils menacent de piller les locaux du Conseil général. Et les agriculteurs, habituellement, ils n'hésitent pas. Et ils ajoutent qu'ils vont sanctionner électoralement. Et que les paysans sont en plus des prescripteurs d'opinion. Ce qui n'est pas entièrement faux. Je vais faire tout cela pour avoir une subvention, je vous donne de vrais chiffres, 2 millions € pour sauver la filière. La filière. Parce que la France ne serait plus la France s'il n'y avait plus des melons à Cavaillon. Le résultat divisé par 200, vous avez vite vu combien de milliers, de milliers, de milliers d'euros ça fait par producteur. Résultat, les coalitions dépensières ont intérêt à s'organiser. Les coalitions économes n'ont pas intérêt à s'organiser. Ce simple fait vous explique les raisons pour lesquelles les dépenses et l'État-providence ne cessent de gonfler, malgré le fait qu'il y a un quasi-consensus sur le fait que l'État devrait maigrir, parce que le jeu des coalitions économes et des coalitions dépensières fait que les unes ayant intérêt à s'organiser, les profs de fac, les chanteurs, les intermittents, les producteurs de melons, et ainsi de suite, et des coalitions économes n'ayant pas intérêt à s'organiser, voilà qui explique la croissance continue de l'État. Coalition économe, coalition dépensière, des biens publics de qualité, des pots de vin, le compromis spoliateur-spolié, et les stratégies remarquables des bureaucrates. Voici 5 raisons, me semble-t-il, qui font que la révolte fiscale ne prendra pas et n'aura pas lieu en France pour des raisons rationnelles. Je ne terminerai pas correctement si je ne reconnais pas pratiquement la première phrase. Est-ce qu'une révolte peut arriver cette année au mois de mai? Oui. Est-ce qu'elle peut embraser le pays pendant 1 mois et demi? C'est tout à fait possible, je n'en sais rien. Est-ce qu'il y aurait une composante fiscale dans je ne sais quelle allumette qui va allumer le feu? Référence à Johnny. Mais juin 68, 50 ans après, ou presque 50 ans après, je ne sais plus, 68, 70, 90, presque 50 ans après, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il peut y avoir une petite composante fiscale? Oui. Est-ce que 10 millions de Français sortiront dans la rue et iront jusqu'à tenter de renverser le gouvernement au nom de la révolte fiscale? Non, je crois avoir essayé de montrer quelles en étaient les raisons rationnelles. Je vous remercie et je rappelle, avec Camille qui peut-être vous le dira, que quelques nourritures terrestres, je crois, attendent nos amis. Merci beaucoup de votre attention.